Michel Guilloux, bonjour. Bonjour. Nous sommes au parc du Radôme de Plumeur-Baudou, en fait, et plus particulièrement à la Cité des Télécommunications, qui est un centre de loisirs et de culture dédié à l'univers des télécommunications. Il abrite plus particulièrement le Radôme, cette bulle blanche en fait, posée dans la lande de Plumeur-Baudou. Tout à fait, ça ressemble à un grand champignon d'ailleurs. C'était quelque chose d'assez inédit à cette époque-là. On imagine en 1962 voir fleurir dans la campagne bretonne un tel équipement technique. On pourrait parler de cathédrale technique du XXe siècle. Michel, donc vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dans les télécommunications, et plus particulièrement dans les télécommunications spatiales. Vous êtes également docteur en histoire des techniques de l'université de Paris-Sorbonne, et vous avez écrit également un ouvrage dédié à la grande aventure du Radôme, de Plumeur-Baudou, de l'ambition nationale à la dimension internationale. Alors en effet, c'est un livre qui est un extrait de la thèse que j'ai menée à Paris-Sorbonne, donc dans le cadre, c'était en 2010 où j'ai soutenu cette thèse. Alors elle était trop importante pour la publier complètement puisqu'elle faisait plus de 1700 pages et je spécifie que c'est le seul travail universitaire qu'il y a eu aujourd'hui sur l'histoire du Radôme de Plumeur-Baudou. Et pourquoi cet intéressement au Radôme ? Êtes-vous tombé dedans lorsque vous y étiez petit? Alors oui, on peut dire, puisque je suis originaire de Paimpol, je suis originaire des Côtes-d'Armor, et bien évidemment, je suis venu en 1962 avec mes grands-parents. Ça avait été une très grande sortie du dimanche avec le pique-nique. Nous étions venus voir cet objet. Et pour la petite histoire, à cette époque-là, on disait venir voir le Mont Saint-Michel de l'électronique. Donc j'ai eu l'occasion de venir voir ça. Après, j'ai eu l'occasion de travailler bien sûr dans les télécommunications, mais d'être plusieurs années dans un centre équivalent à Plumeur-Baudou qui était Bercenay-en-Othe. Donc à la fin des années 50, donc il n'y avait absolument rien sur le site. Alors non, il n'y avait absolument rien. On est dans la campagne bretonne, c'est-à-dire c'est un endroit qui est très très peu industrialisé. Et il y a des projets internationaux qui sont menés et Pierre Marzin, qui est directeur du CNET à Paris, il a envie de décentraliser une partie du CNET qui est à Paris parce que les locaux deviennent trop justes. Et comme il est originaire de Lannion, il va s'intéresser à une décentralisation du CNET sur Lannion. Et il va profiter des projets internationaux. À partir du moment que les satellites vont aller dans l'espace, le monde des télécommunications va se dire pourquoi on ne ferait pas des satellites de télécommunications. Et bien évidemment, Pierre Marzin va rentrer dans ces projets internationaux et après une première expérience à Nançay, mais à Nançay c'est une station de radioastronomie, on ne peut pas émettre, il va revenir vers Lannion et on dira même, il y a eu des articles qui ont dit Lannion, capitale de l'espace, en sachant qu'à l'époque le CNES n'existait pas. Et donc la réalisation du Radôme a commencé à quelle époque alors? Alors le Radôme de Plumeur-Baudou est un projet qui est en lien avec la NASA. Au départ, le projet au départ c'est pour un satellite de la NASA qui s'appelle satellite Relais, c'est un satellite actif. Et la station va se faire pour ce projet. Mais dans ce projet, les Bell Labs, qui sont un centre de recherche aux États-Unis, qui dépendent d'AT&T, ils vont faire une proposition à la NASA d'un satellite. Ils ne seront pas retenus pour ce projet Relay. Et eux vont décider, parce qu'ils ont des visions commerciales, si on veut, des télécommunications. Après, ils sentent bien que c'est un domaine qui va se développer. Ils vont dire, on va développer nous-mêmes notre projet qui s'appelait TSX, qui deviendra Telstar. Et ce projet va s'intégrer avec le projet Relay, ce qui fait que la station de Plumeur-Baudou, au départ, elle est pour le projet de la NASA, et en cours de route, elle va se transformer pour pouvoir participer aux deux projets, celui de la NASA et celui des Bell Labs. Et quels ont été les principaux acteurs en fait, de cette réalisation? Au niveau télécommunications, les acteurs dont sont bien sûr le CNET, qui est disons, le grand ordonnateur de ça, mais il ne faut pas oublier que dans cette affaire, même si Pierre Marzin se rend compte que la construction d'une telle station, du matériel particulier, on peut prendre comme l'exemple l'antenne, le maser et des choses comme ça, ou le tube
d'émissions. Il se rend compte que l'industrie française ne peut pas le faire et il va faire appel, donc il va acheter quelques éléments d'une station, donc qui sont le radome, le cornet, le maser et le tube à onde progressive, et il va demander à l'industrie, il y a un très très grand industriel à l'époque qui est la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, qui est capable de maîtriser tout ce qu'il y a, on dirait aujourd'hui, des courants forts, des courants faibles, du téléphone, de la radioélectricité, de l'énergie. Et donc l'industriel va aller aux États-Unis voir comment on va construire cette station, va recevoir les pièces essentielles et va les monter dans tout un système d'énergie, de récepteurs, d'émetteurs, de démodulateurs. Et donc l'industrie va être un partenaire extrêmement important et c'est elle qui va faire la construction sous la direction du CNED, bien évidemment. Et quelles ont été les différentes phases de la réalisation? Alors la réalisation du radome de Plumeur-Baudou va avoir plusieurs phases. Il y a une première phase qui est donc du choix de l'emplacement. Le choix de l'emplacement est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On disait c'est Plumeur-Baudou, on a choisi Plumeur-Baudou. Mais en fait le choix de Plumeur-Baudou va être guidé par... il y aura besoin d'un pylône qui soit très très haut avec au sommet un simulateur de satellite. Et les Américains, ils ont dit il faudrait que le pylône soit à 10 km de la station. Et en fait, les ingénieurs du CNED vont aller voir tous les points hauts dans le Trégor et un petit peu au-delà, ils vont jusqu'au Ménébré, et ils vont choisir des sites et ils vont faire des cercles à 10 km. Et il y a deux endroits qui sortent du lot, il y a Plumeur-Baudou et il y a Vieux-Marché, une station à Vieux-Marché. Alors c'est des choses qu'on connaissait peu avant mes recherches. Et pourquoi Plumeur-Baudou? Alors justement, pourquoi Plumeur-Baudou? Parce que on va choisir les laboratoires du CNED qui commencent à venir à Lannion suite à la décentralisation du CNED de Paris. Donc il y a des laboratoires qui vont venir sur le site de Lannion et on imagine mettre l'antenne pas très loin du laboratoire et l'emplacement exact de l'antenne aujourd'hui est à 10 km de ce qu'on appelait à l'époque le pylône. Alors un peu plus tard, en fin 61, le pylône, on dit oh, bah, finalement c'est pas la peine qu'il soit à 10 km, on peut le mettre qu'à 6 km et c'est pour ça qu'il va changer de place. Il était prévu au départ sur la route là près de Locquemau. Il va aller à l'île Losquette. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone de protection qu'on dirait, on appelle ça en radioélectricité, l'ellipsoïde de Fresnel. Et donc le pylône sera mis à Losquette, la station à Plumeur-Baudou, et c'est là que vont commencer les travaux de béton. Toute la couronne de béton va commencer, c'est la première phase des travaux, et la deuxième phase va être le gonflage du radome provisoire, et on va aller après vers le montage sous ce radome provisoire, le montage de ce fameux grand cornet et de tous les équipements avec l'installation du bâtiment central qui se trouve un petit peu plus loin là. Les travaux ont été faits en combien de temps? Alors, disons les premiers forages pour s'assurer que, je dirais, l'assise où on va faire la ceinture de béton, c'est du mois de juillet, mois d'août. La couronne en béton va commencer le mois d'octobre 1961, donc ils vont installer sur place une centrale à béton. Ça va durer jusqu'au mois de janvier, fin janvier, et après on va venir mettre un radome provisoire, une fois que cette phase est finie. Donc radome provisoire sera mis en avril, alors ils n'ont pas trop de chance parce que ce radome provisoire, il va éclater, donc ils vont le réparer, il éclate une deuxième fois, et ils ont une chance extraordinaire, ils peuvent récupérer le radome provisoire de la station d'Andover qui était aux États-Unis en cours de montage. Ils venaient de mettre le radome définitif. Donc ils récupèrent ça, et à partir de là, ils vont monter l'antenne à l'intérieur de cette bulle étanche, pas étanche, mais gonflée, et ils vont mettre 116 jours entre le moment où on pose le rail, où va tourner l'antenne, et la fin des travaux. 116 jours qui vont être, disons, très très serrés, où les gens vont travailler pratiquement jour et nuit. Et quel est le rôle du radome? Alors le rôle du radome, c'est de protéger cette antenne qui est une antenne cornet qui est très fragile, il faut qu'elle soit très précise, il ne faut pas qu'avec le temps elle se déforme avec le soleil, avec le vent. C'est une antenne du point de vue radioélectrique qui est très très performante et donc il faut bien la protéger. Et quelle est la dimension, quelle caractéristique? Pour donner un ordre de grandeur de ce radome, c'est qu'on pourrait mettre
l'Arc de Triomphe à l'intérieur. De mémoire, ça doit faire 100 000 m3 ou quelque chose comme ça. Et de quoi est constitué le radome? Alors c'est une couche, c'est quelque chose qui est très très fin. Il y a du dacron dedans, il y a un certain nombre de, je dirais, c'est un peu tissé à l'intérieur. Le radome que vous voyez là, qui est derrière, c'est un radome en une seule pièce. C'est-à-dire que c'est un radome qui a été fabriqué et il a été mis par-dessus l'autre et il est une seule pièce. Donc c'est un ballon qui est gonflé. Qui est gonflé. C'est ça la difficulté depuis l'époque, c'est de toujours le gonfler. C'est-à-dire que si vous ouvrez une porte, eh ben, il va se dégonfler, puis ce radome va se mettre sur l'antenne cornée. Et le fait qu'il soit sur l'antenne cornée, ben, il pourrait être déchiré et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des systèmes de sas pour les visiteurs, mais il y avait aussi un grand sas, un système de sas pour rentrer les camions et rentrer les grues, puisque lors du montage de l'antenne, il a fallu rentrer des grandes grues. À l'époque, c'était les 2 plus grandes grues sur chenilles qui existaient en France. Il a fallu les rentrer et donc il y a un sas pour les poids lourds, pour les grues, et un sas pour le personnel pour éviter qu'ils se dégonflent. Autour du radome, on trouve en fait les trackers. Alors il y en avait 2 à l'époque, il y en a un qu'on voit toujours ici, c'est le fameux tracker avec des hélices, ces antennes hélicoïdales, et un deuxième qui était beaucoup plus précis. Alors à quoi ça servait? L'idée c'était de se dire, le satellite il va arriver dans le ciel, donc il faut qu'on puisse le localiser. Et donc ce tracker avec des antennes en queue de cochon, lui il avait une grande vue, si vous voulez, du ciel. Et un autre tracker, une fois qu'il avait dit ben, le satellite est là, il donnait l'information à un tracker qu'on appelle de précision, en fait, qui est venu des États-Unis. C'était un système radar pour détecter les missiles. Donc lui, il allait affiner la position du satellite dans le ciel et normalement, il devait donner l'indication à l'antenne qui elle-même avait un système par informatique de l'époque, on peut imaginer que ce n'était pas l'informatique d'aujourd'hui, et on pouvait lui dire, ben voilà, le satellite va sortir de l'horizon à telle position, et elle se positionnait, et elle avait un système qui permettait elle-même d'être autonome. Donc on voit qu'à Plumeur-Baudou, on avait fait ceinture bretelle, il y avait 2 trackers, plus le système de l'antenne. Michel, pouvez-vous décrire un petit peu le satellite lui-même en fait? Quel était son nom, ses caractéristiques, sa période en fait? Le satellite, le premier qui a été lancé, ça a été Telstar, qui est un satellite, on pourrait dire privé, des Bell Labs et de ATT. C'est un satellite, en gros, qui fait 80 cm de diamètre, en gros 80 kg, et qui a des petites antennes hyperfréquences. Et sur le dessus, vous verrez, il y a un genre d'antenne hélicoïdale, qui est pour la télémesure, télécommande, et il y a des petites cellules solaires qui vont permettre d'alimenter. À l'intérieur, c'est quoi? C'est un réémetteur, en fait ça reçoit sur une fréquence, on transforme cette fréquence et on réémet sur une autre fréquence. C'est comme un faisceau herdien, sauf que le faisceau herdien est dans le ciel. Nous fêtons actuellement les 60 ans, disons, de la première liaison de transmission par satellite entre les États-Unis et Plumeur-Baudou. Que s'est-il passé le 11 juillet 1962 ? Alors le 11 juillet, c'est dans la nuit du 10 au 11 juillet, c'est quelque chose qui est assez important. Alors il faut dire qu'il y a eu des liaisons par satellite avant, chose qu'on connaissait très peu. Les premières liaisons par satellite, en fait, se sont faites par un satellite naturel de la Terre, qui est la Lune. Après, il y a eu un satellite qui s'est appelé Atlas-COR, un satellite militaire pour lequel il y a eu des opérations de communication par la parole. Après, il y a eu le satellite ECHO, pareil, des transmissions de la parole. Mais ce qui a été important la nuit du 10 au 11 juillet, c'est la réception d'une image de télévision. Donc on peut imaginer que la télévision, c'est quelque chose qui a un impact fort sur le grand public. Et donc le fait qu'on reçoive une image, on aurait reçu, je dirais, une conversation téléphonique, il n'y aurait pas eu cet impact. Là, c'était l'image en direct des États-Unis. Il faut savoir qu'à cette époque-là, si on voulait une image, un reportage des États-Unis par exemple, eh ben on filmait l'événement, on donnait la bobine à un pilote d'avion, et ce pilote d'avion arrivait au Bourget à l'époque, et une moto de Cognac-J allait chercher la bobine et on la diffusait. Ici, on était vraiment en direct. C'est ça qui a été le point de départ de ce qui deviendra plus tard la Mondiovision.
Et quelle a été cette image? Dans les archives que j'ai pu consulter, il y a eu un genre de drapeau. Après, il y a eu une interview. Alors, il faut savoir que le passage était quelque chose, ça ne durait pas bien longtemps. C'était de l'ordre de 10-15 minutes suivant les périodes. Et donc, ça arrivait très vite. Donc, le satellite arrivait, on voyait des images. Il y a eu une interview de quelqu'un des Bell Labs et de l'ATT. Et puis, il n'y a eu que dans le sens États-Unis-Europe. Il y aura le lendemain dans le sens Europe-États-Unis, et puis après, il y aura, vers le 23 juillet, il y aura un programme européen qui sera envoyé de l'Europe vers les États-Unis. Brings a voice and a face from France to the television sets of the United States. La chansonnette. The next Telstar pass. Ensuite, il y a eu l'inauguration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'inauguration du Radome est quelque chose d'assez intéressant parce qu'au début, elle était programmée le 4 octobre 1962 et avec l'attentat du Petit Clamart, il a fallu reporter cette inauguration par le général de Gaulle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son discours, le général de Gaulle va parler « Je suis venu rendre hommage à la technologie française », en sachant qu'il y a une grande partie qui avait été achetée aux Américains. Donc ça montre que le général de Gaulle n'était pas encore au courant, je dirais, du détail. Il savait que les Américains nous avaient aidés, bien aidés d'ailleurs, mais il ne savait pas dans quel détail. Et pour la petite histoire, on avait demandé aux techniciens et ingénieurs de la station d'enlever sur les équipements tout ce qui avait marqué des marques américaines, tout ce qui avait rapport à l'Amérique. Et donc ce qui était assez marrant, c'est que Général de Gaulle est venu inaugurer le triomphe de la technologie française, alors qu'une partie était venue des États-Unis. Alors, ça, une inauguration qui va se faire très vite, hein. Il y aura l'inauguration d'un menhir qu'on voit toujours ici. Ça va durer entre l'arrivée à l'aéroport d'Agnon et le moment où il repart, ça dure 1h50. Alors il a eu le temps d'avoir une réception de l'ambassadeur des États-Unis, de France aux États-Unis, qui lui a parlé, mais il n'a pas pu répondre puisque le satellite s'en allait. Quelles ont été les retombées économiques pour la région? Alors là, on peut dire qu'après l'arrivée du Radome, il y a eu le développement d'une part des télécommunications par satellite. En parallèle, il y avait l'arrivée du CNET à Lannion, la consolidation du CNET à Lannion. Et on peut dire que ce qu'il y a eu après, c'est la station de Plumeur-Baudou va commencer à grossir. La première antenne française qui sera typiquement en française, qui sera faite par l'industrie française, c'est celle qui sera un petit peu plus loin là-bas, qui a disparu depuis pas mal d'années, qui s'appellera PB2, Plumeur-Baudou numéro 2. Donc en 1969, vous voyez, l'arrivée du Radome 1962 et la première antenne française, c'est-à-dire que la compétence française dans le domaine des stations terriennes, ça sera 1969. Et entre-temps, le CNET, avec le CNES qui s'est développé, va faire des projets de satellites de télécom et beaucoup d'études, je dirais papier, des études vont se faire à Lannion. Et bien sûr, le côté technologique, le côté, comment on pourrait dire, le Radome va être un symbole qui va agréger un certain nombre d'industries. C'est quand même le point où on a reçu la première émission de télévision par satellite. Donc automatiquement, toute cette zone qui se trouve autour du CNET va se développer, le CNET se développe. Ici à Plumeur-Baudou, la station va se développer jusque dans les années 2000. Pourquoi la fermeture justement de Plumeur-Baudou alors? C'est quelque chose qui va être, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que quand le satellite est arrivé, on a dit les câbles sous-marins, c'est terminé, on n'en pose plus et ainsi de suite. Mais il y a deux choses qui vont arriver pour les câbles sous-marins, c'est-à-dire qu'il y a la numérisation, ça veut dire qu'on peut envoyer une image de télévision, de la parole, du facsimilé, tout ce qu'on veut, et il y a l'arrivée des câbles en fibre optique. Donc ça veut dire qu'on pouvait, via un câble sous-marin, envoyer énormément de choses via ça. Et donc le satellite va devenir plutôt quelque chose qui est pour la télévision, ce qui fait que le centre de Plumeur-Baudou aura moins d'intérêt, puisque le plus gros, tout ce qu'il y a de l'Internet, aujourd'hui une grande partie de l'Internet passe par les câbles sous-marins. Et donc le centre de Plumeur-Baudou avec toutes ces grandes antennes, il faut imaginer, on a aussi la diminution des équipements à terre, c'est-à-dire qu'on a augmenté la puissance des satellites. Donc si on augmente la puissance des satellites, on peut diminuer
les antennes à terre. Et donc, il y a un deuxième centre qui se trouve à Bercenay. Et en France, il s'avère que l'existence de deux centres à cette époque-là, à la fin aux alentours des années 2000, devient trop important pour les directions qui sont devenues de mémoire à l'époque Orange. Quels ont été les participants à l'œuvre de mémoire justement du site de Plumeur-Baudou? Alors, depuis 1962, il y a eu une chose, c'est qu'il y a eu la volonté à l'époque, on appelait ça les PTT d'ailleurs, après ça s'est appelé France Télécom, là, il y a même eu la Direction Générale des Télécoms, il y a eu une volonté de garder cette antenne parce que c'est un jalon important dans l'histoire des télécommunications. Ce que n'ont pas fait les Américains. Les Américains ont carrément démonté tout leur radome et ils ont, ici, il y a eu cette volonté de garder le radome. Et bien sûr, en gardant ce radome, il y a eu plein de projets que j'ai pu voir d'ailleurs dans les archives où à un moment on a dit bon, il faut se rappeler, moi quand j'étais plus jeune, c'est quand on venait visiter le radome, il y avait une petite cabane plus loin, on venait en car et puis il y avait un genre de petit spectacle à l'intérieur, mais on faisait le tour du radome. Il avait même été envisagé à un moment de faire un petit train qui fasse le tour de l'antenne. Alors il y avait même un moment où l'antenne bougeait, on montrait aux gens ce que c'était cette antenne. Donc il y a eu une volonté de garder ce patrimoine technique, si on veut, pratiquement à partir de 1969, on commence à dire il faut qu'on le garde. Et donc, à partir de là, on garde le radome, on va adjoindre un musée des télécoms qui deviendra la Cité des télécoms, et bien évidemment, les anciens de ceux qui avaient travaillé ici vont créer une association qui s'appelait les Amis du Musée des télécoms à l'époque, et qui vont donc perpétuer. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus, beaucoup sont disparus, et il y a aussi ce travail que j'ai pu faire, qui est un travail d'aller chercher dans les archives, voir vraiment comment ça s'est passé dans le détail. Hein, c'est vraiment, il y a des choses qu'on ne connaissait pas du tout. C'est de montrer ça et de montrer toute cette que j'ai bien retracé dans mon livre, c'est de montrer comment on arrive à Plumeur-Baudou. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça, on n'arrive pas à Plumeur-Baudou comme ça. Il y a tout un cheminement qui fait qu'on arrive à Plumeur-Baudou. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la carrière de Pierre Marzin? Alors, le grand architecte de cette opération, qui est Pierre Marzin, mais je précise aussi qu'il a été beaucoup aidé par un personnage qui s'appelait René Pleven, qui était un politique local, et par un ministre des Télécoms, qui était Eugène Thomas, qui lui a donné vraiment la signature pour venir à Plumeur-Baudou. Mais Pierre Marzin, c'est le fils d'un marchand de matériel agricole à Lannion, qui va devenir un ingénieur polytechnicien, qui pendant la guerre va faire un certain nombre d'actes de résistance. On a entendu souvent aussi parler de la source Keller au Télécom. Lui, dans son coin, avec d'autres comme René Sueur, qui sera le chef de projet pour Plumeur-Baudou, vont faire un certain nombre. Et Pierre Marzin était quelqu'un qui était connu aussi pour des inventions qui s'appelaient par exemple le 6 voies Marzin. Et je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière au Télécom, c'était quelque chose qu'on utilisait parce que en 1975, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'avais été en stage dans un central téléphonique, quand on devait mettre le téléphone à quelqu'un dans un village, la personne attendait des fois 3 ans plutôt, pour avoir le téléphone, et on arrivait on appelait ça une marzinette, c'est-à-dire on arrivait à même, sur les deux mêmes fils téléphoniques, on arrivait à mettre 2 abonnés. Alors quand on voit aujourd'hui de ce qu'on transporte sur notre fameux petit fil qui arrive chez nous, la télévision, l'internet et tout ça, ça montre ça. Mais Pierre Marzin était quelqu'un qui était un visionnaire, ça on ne peut pas lui reprocher ça. C'est quelqu'un qui avait compris que ça allait avoir un avenir énorme. Il l'avait eu pour la commutation temporelle aussi. Pierre Marzin, donc ça a été vraiment un visionnaire. Il fait partie de ces ingénieurs à cette époque-là qui ont vraiment une perspective pour tout le CNET, pour toutes les équipes d'ingénieurs et de techniciens. Votre carrière a été très riche. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose? Alors en effet, j'ai eu une carrière qui a été assez passionnante, puisque j'ai eu l'occasion de démarrer aux télécommunications par voie onde courte autour de la Terre. On faisait des liaisons avec des avions, avec différents pays africains. Ces pays ont été plus tard équipés par des liaisons par satellite. Après, je suis passé dans des
des au CNET à Lannion. J'étais à Bercenay, je suis allé au CNET à Lannion aussi. Et en 2000, j'ai eu l'opportunité aussi de changer, d'aller dans une école d'ingénieurs où j'ai travaillé sur des histoires de visioconférence, de technologie autour de ce qu'on appelait les nouvelles technologies d'information et la communication pour l'enseignement et un certain nombre de choses. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des études aussi tout en travaillant, de faire cette thèse au cours des années 2000. Et ça, c'était vraiment une aventure extraordinaire de pouvoir prendre un domaine et de décortiquer complètement comment ce domaine fait ça. Et donc, du coup, ça m'a permis de voir beaucoup de choses aux télécoms. La seule chose que j'ai pas fait, et c'est peut-être un petit regret, c'est les caps sous-marins. J'ai jamais été pour les caps sous-marins, mais autrement j'ai vu à peu près toutes les autres parties des télécoms. Et puis ce monde de la recherche historique, où on va être très très minutieux sur les événements, sur tout le cheminement pour montrer comment ça arrive et ne pas se contenter de on-dit, de choses comme ça. Et donc ça m'a permis d'avoir une vie, je dirais, professionnelle formidable. Merci. Merci beaucoup. On voit que c'est le provisoire parce qu'il y a une petite verrue ici. Tu vois ici un genre de couronne là. Voilà. On voit des câbles qui descendent ici. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il va falloir mettre l'autre dessus ici, il va falloir, comme celui-ci, il est d'une seule pièce. Il va falloir venir le mettre par-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner l'antenne et on va mettre la cabine. Vous êtes allé dedans? Oui. Bon, vous avez vu qu'il y a une cabine dans le bout du cornet. On va faire en sorte que la cabine soit ici. On va dégonfler le radome. On va fixer ces choses-là ici. Donc on va avoir un demi-radome, si on veut, avec la cabine que vous avez vue qui est ici. On va venir mettre, c'est ce qu'on voit sur l'autre, on va venir mettre le définitif dessus. On a regonflé celui-ci, bien sûr. L'autre, il va glisser dessus. Et une fois qu'on aura regonflé le plus grand, le définitif, on va dégonfler cette partie ici, là, puisqu'il est arrivé là, on le dégonfle et on va pouvoir le démonter. Cette partie-là, elle est en plusieurs morceaux, alors que celle-ci, c'est vraiment une seule...